Bonjour, bienvenue dans Solidarité, le magazine des initiatives solidaires. Aujourd'hui, nous allons parler santé avec l'accès aux soins courants pour les personnes en situation de handicap, alors que 10% de la population française souffre d'un handicap physique, mental ou sensoriel. Se faire soigner peut être parfois un vrai casse-tête. C'est pour remédier à ces difficultés que le dispositif HandiConsult a été créé il y a quelques années en France. On regarde le 60 secondes pour comprendre. HandiConsult est un dispositif pour faciliter l'accès aux soins courants pour les enfants et les adultes en situation de handicap. Malgré un système de santé toujours en recherche de qualité, les obstacles sont nombreux pour les personnes souffrant d'un handicap physique, mental ou psychique, inné ou acquis. Manque de temps de la part des soignants, difficulté à comprendre et à interpréter les réactions des patients, problèmes d'accessibilité, absence de matériel adapté. Aujourd'hui, par un numéro de téléphone donnant accès à une plateforme téléphonique, HandiConsult organise les consultations pour un parcours de soins facilité. Une infirmière rencontre les familles et l'entourage des patients afin de cibler les besoins et de préparer en amont les visites de ces personnes. La filière de soins mise en place intègre ainsi les particularités de ces patients. HandiConsult concerne tout type de handicap moteur, visuel ou auditif, psychique, intellectuel avec une forte dépendance. Le rapprochement des soins odontologiques et médicaux est la pierre angulaire d'HandiConsult. On reparle dans un instant d'HandiConsult avec le médecin coordonnateur, le docteur Ruel. Mais avant, intéressons-nous à l'unité d'accueil et de soins pour les personnes sourdes qui a ouvert au mois de juillet au centre hospitalier Annecy-Genevois. J'ai pu passer quelques heures avec les patients et l'équipe. Reportage. Bonjour. Bonjour. Ça va, Madame Charrière? Ça va. Ce matin, Evelyne Charrière a rendez-vous avec son traumatologue. Un rendez-vous de routine après une opération du poignet réalisée il y a quelques semaines. Avec elle, pour l'accompagner, Camille Sicard, interprète pour l'unité d'accueil et de soins pour les personnes sourdes. L'unité, ouverte depuis septembre, a déjà accueilli plus d'une vingtaine de personnes. D'accord. Donc 2 fois par semaine. Et puis je vous donne le prochain rendez-vous. Non, avant l'opération, le matin, donc il y a eu une petite préparation. Il y a l'interprète qui était là également pendant l'anesthésie. S'il n'y avait pas eu d'interprète, vous voyez, les personnes qui ont leur masque de chirurgien ne me permettent pas de lire sur leurs lèvres. Alors que là, pendant l'anesthésie, l'interprète était présente. Elle est restée avec moi toute la journée, en fait, et même au réveil. Et puis après l'opération, voilà, il y a eu un suivi. Donc on a un code de déontologie, à savoir le secret professionnel, la neutralité et la fidélité aux propos. Donc comme dans n'importe quelle situation pour lesquelles on intervient, par ailleurs à l'extérieur, que ce soit au tribunal, dans des entreprises ou dans des formations, on respecte ce code de déontologie et on traduit donc les échanges entre le patient, le médecin, les infirmiers, les secrétaires, sans intervenir. 2 interprètes, 2 secrétaires bilingues et 2 intermédiateurs travaillent au sein de l'unité. Intermédiateur, un métier récent, la formation a été créée l'an dernier à Marseille. L'intermédiateur doit faire le lien entre 2 cultures différentes, celle des entendants et celle des sourds. Il y a un vocabulaire, un syntaxe qui est propre aux 2 langues. Par exemple, en français, on aura tendance à dire on fera l'échographie après la prise de sang. Mais un sourd, lui, va comprendre on va faire l'échographie et après la prise de sang. Il comprendra l'inverse. Parce que la syntaxe de la langue des signes s'organise de manière différente, par exemple. Et aussi, c'est pour ça que j'ai dit que l'intermédiateur intervient pour les interprètes, pour les patients sourds, mais aussi face aux professionnels qui ne connaissent rien à la culture sourde. Et je vous l'ai dit, c'est des cultures fondamentalement différentes. C'est pas une critique quand je fais l'attention des professionnels entendants, mais ils peuvent avoir tendance à lire leurs écrits en face d'une personne sourde et à avoir le visage baissé sur leur écrit. Et du coup, face à une personne sourde, c'est pas évident de voir qu'il n'y a pas de contact.
Il a fallu 7 ans de combat au docteur Gauthier, médecin urgentiste, pour créer cette unité à Annecy. Pourtant, l'accès aux soins des personnes handicapées est un droit consacré par la loi du 11 février 2005. C'est un service qu'on doit à la population. Tous les patients doivent pouvoir se faire soigner comme n'importe quel citoyen. Le patient sourd en lui-même a sa propre culture et le fait de soigner ce type de patient amène une médecine particulière. La médecine en langue des signes, c'est quelque chose qui est particulier. Et donc ça, on est à peu près 40 médecins signeurs en France. Alors c'est très peu par rapport aux besoins, mais du coup, voilà, on est tous conscients qu'il faut aller vers cette, à mon sens, une harmonisation pour que les pratiques auprès des personnes sourdes soient les mêmes, quoi. L'unité d'accueil et de soins pour les personnes sourdes d'Annecy est la dernière et 19e à ouvrir en France. Avec moi pour en parler, le docteur Jean-Henri Ruel, chef du service neurologie à l'hôpital et médecin coordinateur d'Handiconsult. Bonjour. Bonjour. Alors ce dispositif, cette initiative donc Handiconsult, elle est vraiment partie d'une demande. Oui, d'une demande des instituts, d'une demande du milieu associatif. On avait mis en évidence que des personnes n'avaient pas accès à des soins courants. C'était à nous d'essayer de réfléchir ensemble pour proposer une offre de soins adaptée. C'est difficile, voire impossible de se faire soigner, d'aller chez le dentiste, d'aller chez le dermato quand on souffre d'un lourd handicap? C'était difficile pour plusieurs raisons, pour des raisons qui ne sont pas simplement liées. La chose la plus évidente, c'est par exemple quand quelqu'un a un polyhandicap qui associe par exemple des paralysies, un trouble de la communication, des difficultés pour se mobiliser. Là, on imagine très bien que ça peut être difficile pour un cabinet, par exemple en ville, mal adapté, à recevoir ce type de patient. Mais un certain nombre de patients marchent, peuvent déambuler sans difficulté, s'asseoir, mais vont avoir une perception de l'environnement qui nécessite du temps. Et un des éléments importants dans Handiconsult, c'est de tenir compte de la temporalité de l'individu, de tenir compte qu'un individu qui arrive à une consultation a, je pense par exemple, nous recevons en Handiconsult entre 15 et 20% de patients autistes. Typiquement, c'est une population qui échappait souvent aux soins parce que l'accueil de ce type de patients, l'environnement qu'on doit leur proposer, le temps qu'on doit leur consacrer est très différent par rapport à une autre consultation. Handiconsult a apporté cette dimension-là qui est très chère. C'est très cher de pouvoir disposer du temps. C'est très coûteux. Et c'est un réel aménagement qui est pris en compte dans tous les aspects de la consultation, que ce soit au niveau de l'attente, au niveau de la réception, au niveau de l'entourage du patient et bien entendu des soins. Donc donner du temps, tenir compte de la temporalité de l'individu, personnaliser les soins. Vous savez, on dit on humanise beaucoup dans les hôpitaux, mais il y a un élément de dépersonnalisation actuellement dans l'hôpital. On humanise, mais paradoxalement, on dépersonnalise un peu les soins. Nous, notre but, c'est de personnaliser à outrance le soin. On le personnalise avant l'hospitalisation, c'est-à-dire qu'on prépare cette hospitalisation avec le patient, avec son entourage. On essaye de s'adapter au mieux à son handicap. À l'arrivée, on essaye bien évidemment d'accompagner, les infirmières d'Handiconsult accompagnent tout au long du parcours hospitalier du patient et on donne du temps, beaucoup de temps à ce patient. Est-ce que certains patients n'allaient plus se soigner? Alors, un certain nombre de ces patients, en tout cas, avaient un parcours du combattant, ce qu'on a appelé la double peine, c'est-à-dire que vous avez un handicap, qu'il soit acquis de naissance ou qu'il soit secondaire à un accident de la circulation ou à une maladie. Par exemple, les familles sauront de quoi je veux parler quand je parle par exemple de la maladie d'Alzheimer avec les difficultés et les troubles du comportement. Donc vous avez, je dirais, une première difficulté pour accéder aux soins et la deuxième difficulté, c'est que cette offre de soins, elle paraît une véritable montagne à accéder parce que l'accueil téléphonique n'est pas correctement prévu. Mais quel est le médecin, par exemple, et ça n'est pas possible, qui peut prendre pour une consultation de gynécologie 3/4 d'heure, 1 heure pour recevoir un patient?
quel est le dermatologue qui va pouvoir consacrer un temps d'approche patient? Parce que finalement, le temps, je dirais, technique, n'est pas très différent d'un patient autre. Ce qui est long, c'est l'accueil du patient, c'est la réassurance du patient, c'est la préparation, l'installation. Tout ce temps, en fait, est très long. Mais le temps technique en lui-même n'est pas très long. Donc il faut que le médecin accepte d'avoir ce temps, ne serait-ce que discuter avec la famille un long moment pour faire une approche la plus précise des symptômes, des plaintes, des douleurs. L'année dernière, vous avez accueilli 1000 patients avec le dispositif HandiConsult. La demande était là. La demande était là. On a montré à l'Agence régionale de santé que le dispositif non seulement était viable et je dirais intéressant pour les patients, mais qu'il a rencontré sa population. Qu'il a rencontré sa population à travers les différentes consultations qu'on propose, la consultation de dermatologie, la consultation d'ophtalmologie, d'ORL, la consultation d'approche globale du handicap, la consultation de neurologie, d'épileptologie. Je parlais de la consultation douleur, bien entendu des soins dentaires, et j'espère bientôt une consultation pour les soins obstétricaux. Donc, en effet, toutes ces consultations ont rencontré leur public. Les familles sont très satisfaites, je pense. Vous savez, quand vous créez ce type de structure, il y a une question qu'on s'est posée très tôt et qu'on a posée aux parents en particulier, c'est le risque de stigmatiser les patients. On est dans le cadre d'une filière sanctuarisée, personnalisée, je vous l'ai dit, mais privilégiée. Mais il faut reconnaître que le handicap génère parfois des situations qui entraînent une souffrance qui est telle qu'elle est multipliée finalement si on les reçoit dans un milieu classique. Non, il faut tenir compte des particularités des individus, surtout quand ces particularités créent souffrance physique, souffrance morale, et sont un frein à un accès de soins courants. Parce que, je répète, HandiConsult, c'est des soins courants. Ce n'est pas une structure qui fait des diagnostics compliqués. Ce n'est pas une structure d'urgence non plus. Pour toutes les spécialités, ce sont des soins courants. Alors pour mieux comprendre, je vous propose d'écouter Jean-Noël Françon, qui est l'un des patients qui utilise ce dispositif HandiConsult. Victime d'un AVC il y a quelques années, il est difficile pour lui aujourd'hui d'aller à la rencontre des médecins. On écoute son témoignage. C'est bien, heureusement qu'il y a ça, parce que ton envoi va consulter beaucoup. Tout devient compliqué. Pourquoi? Parce que autrement, il faut prendre sa voiture et venir. Et puis monter l'escalier en courant. Mais ça, c'était dans le temps. J'attends pas, je passe tout de suite. Et puis j'ai affaire à des professionnels sérieux. On vient de le voir, Jean-Noël Françon venait de faire une consultation avec une dermatologue. Le corps médical vous a suivi facilement dans cette aventure-là? Oui, oui, les 17 médecins, les 6 chirurgiens dentistes, les 3 kinésithérapeutes, les 2 ergothérapeutes sont tous volontaires pour participer à ce dispositif et nous n'avons jamais eu de problème pour recruter ces personnels de santé. Le dispositif a reçu plusieurs distinctions depuis sa création. Est-ce que c'est un modèle qui a vocation à se reproduire, puisqu'au début, vous étiez tout seul? Alors oui, c'est un modèle qui s'est reproduit, puisqu'il y a un HandiConsult qui a ouvert il y a quelques mois à Lons-le-Saunier. Et ce dispositif d'offre de soins pour des personnes en situation de grave handicap a alerté, je dirais, au travers de son expérience très positive, les agences régionales de santé. Nous avons participé, outre au rapport Jacob, cette année à une réflexion au niveau du ministère. Et donc, en effet, HandiConsult et des fonds vont être donnés aux ARS pour qu'elles puissent développer
un Handiconsult au niveau de leur région, le principe étant de développer une offre de soins médicaux et dentaires adaptés à des personnes souffrant d'un handicap sévère, quel que soit le type de handicap et quel que soit l'âge de la personne. Avec ce dispositif, vous avez levé beaucoup de freins. Il en reste ? Pour moi, le grand enseignement d'Handiconsult, si je regarde les 5 dernières années, c'est de montrer que quand un problème de santé a été mis en évidence et qu'un certain nombre de personnes, les milieux associatifs, les parents d'enfants handicapés, le milieu administratif hospitalier, les médecins se mettent autour d'une table, réfléchissent et proposent une offre de soins, on peut sortir par le haut de ce type de réflexion. Et c'est très encourageant, je trouve, de montrer la richesse de la réflexion et ce qu'il en est né, c'est-à-dire un dispositif qui va avoir vocation à se multiplier en France. Merci beaucoup, Dr Ruel. Merci. Merci de nous avoir reçus. Merci beaucoup. Ce magazine touche à sa fin. Avant de se quitter, comme chaque semaine, on jette un petit coup d'œil à la plateforme de financement participatif Les Petites Pierres qui se bat contre le mal-logement. Regard aujourd'hui sur ce projet mené dans l'Essonne. La Fondation pour le logement social reconnue d'utilité publique vient en aide à 5 familles de réfugiés venus de Syrie et d'Irak. Afin de les accueillir dans des conditions décentes, la Fondation fait appel aux Petites Pierres pour financer la rénovation de 5 logements. Objectif collecter 23 000 €. Alors pour en savoir plus sur ce projet et pour le soutenir, une seule adresse, lespetitespierres.org. Et puis une autre adresse à noter, c'est bien sûr solidarité@tv8montblanc.com pour nous faire partager vos coups de cœur solidaires. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même jour.